qui est terrifiant, c'est que oui, ça nous pend au nez. Quand on l'oublie, ça vous pend au nez. Si on veut faire un parallèle avec le MMA, c'est que si tu oublies que tu peux te prendre une grosse patate dans ta tête, une grosse droite, si tu oublies qu'il faut que tu montes tes mains, tu vas te la prendre dans la tête. Ben là, c'est pareil. Ça arrivera peut-être, ça arrivera pas, ça arrivera peut-être pas, ça arrivera peut-être dans 10 ans, 5 ans, un mois. Un jour. Je suis pas sûr qu'à Odessa, ils aient été... 2 semaines avant, ils aient su que ça allait arriver. On dit souvent la meilleure défense, c'est l'attaque. La meilleure défense, c'est aussi avoir une défense. Et une bonne défense, c'est souvent se rappeler de ce qui peut arriver. Bon. Представьте себе, начинается обычный день рабочий. Я в это время шла на работу рано утром и услышала непонятные шумы на этом. Потом раздались... Ой. Потом я поняла, что это бомбят. Звук самолетов до сих пор вызывает страх, даже здесь. Саша, пусть кто-то другой что-то записывает. Давай, показывай. Normalement, j'ai besoin d'aller à l'école en Ukraine. Et ma grand-mère, elle m'a dit non, tu peux pas aller. Moi, je demande pourquoi, c'est bizarre. Elle m'a dit c'est nuit, Russe, il a envoyé bombe. Je demande elle pourquoi. Elle m'a dit je sais pas, on verra, mais peut-être on a besoin de partir parce que c'est très dangereux. Саша уехал в самом начале войны. Просто тогда старались детей вывезти, потому что уже бомбили сильно. А потом он вернулся просто за бабушкой, будем так говорить. Он сильно хотел вывезти нас с дедом, от войны увезти. Дед с нами сразу не поехал, а я с ним сюда приехала. Ici, elle habite juste pour moi, c'est tout. Parce que moi, je veux rester elle ici parce que c'est très dangereux en Ukraine, c'est pour ça. Et elle veut retourner en Ukraine. Je veux gagner tout pour elle. Parce qu'elle n'a pas ami ici, elle n'a pas communiqué avec quelqu'un, parce qu'elle n'a pas compris en français malheureusement. Elle est partie de maison, de vraie maison, elle est partie de sa pays. Ouais, c'est très dur, mais un jour ça paye, un jour. Et je vais faire tout possible et tout impossible pour ma famille, c'est tout. Il y a quelque chose d'incisif chez lui, hein. Il veut toujours, il veut performer, il veut gagner. C'est quelqu'un en face de qui on peut mettre n'importe qui. Il se posera pas de questions. Il va faire ce qu'il a à faire du mieux qu'il peut au moment où il doit le faire. Bien sûr qu'il est dur. C'est le talent, il a la moitié de mon âge et il est déjà sur les talons. Migas, quand tu boxes, tu penses plus lutte, tu penses KO. C'est pour ça, tiens, normalement je devrais être KO là. Je pense qu'on parle beaucoup aujourd'hui de génération, on est tout le temps obsédé par l'idée de Gen X, Gen Z, Boomer, mais on parle toujours de Gen X, Gen Z, Boomer dans nos démocraties libérales. Migas, c'est un membre
de cette génération Z, avec donc le téléphone à la main, l'internet, les réseaux sociaux, tout ça, mais qui lui bénéficie d'une sagesse, c'est quand même horrible de parler de ça, mais on va dire d'une conscience de quelque chose que même nos parents, en tout cas mes parents à moi, donc de la génération après la guerre, ont pas vraiment, parce que lui, la guerre, il l'a vu. Donc Migas, il a cette conscience que ne peut avoir qu'un vétéran en fait. Et un vétéran de 18 ans qui n'est pas un soldat, il n'y en a pas beaucoup ici. J'ai vu, j'écoute ces bombes. Normalement, il est envoyé bombe la nuit, le matin. Il est envoyé bombe. Et ouais, j'ai pas peur, mais c'est un peu. Как сказать? Non, страшно. Ça fait peur un peu. Ouais, ça fait peur, mais un peu. Ouais. Imagine vraiment. C'est nuit normale, comme d'habitude. Je suis réveillé à cause d'un gros explosif. Tu regardes sur la fenêtre et t'as vu que beaucoup d'avions et beaucoup d'explosifs à côté de chez toi. Finish. C'était quand? C'est en 20 août 2023. Mais t'étais tout petit, toi? Ouais, elle est grandi. Oh, elle est comme ça. Moi, je réveillais, je prends toutes mes affaires avec ma famille et on va acheter ma sœur parce qu'il y a des sous-sols là-bas et c'est dangereux de rester à l'appartement. Imagine de vivre dans le sous-sol pendant une semaine. Il y a beaucoup d'avions qui côté de chez toi, il y a beaucoup d'explosifs, il y a des bombes, tout ça. On est resté 5 jours à ce sol. 3 premiers jours, quand ça a commencé, on ne dort pas parce que ça fait peur. Tout le temps explosif, tout le temps la bombe, avion, tank, c'est ça. On ne dort pas. On est monté à la maison juste pour prendre manger. Quand je sors du sous-sol, un jour, je sortis du maison, juste première fois, je sortis du maison et encore il y a des gros explosifs, ça fait peur, mais encore dans le sous-sol, on sait que c'est pas possible, c'est comme ça le sous-sol. Est-ce que vous pouvez rester 5 jours dans le sous-sol? Vous pouvez? Ouais. Voilà. Quand t'as déjà eu à son âge 16 ans, non, il est 14 ans, 14 ans, 13 ans, ça. Ouais, 13 ans.
bien sûr, tu es prêt pour tout. Et pour nous, sport, c'est rien. On n'a pas peur. Je pense qu'on est victime de cette espèce de mythe de la fin de l'histoire. C'est qu'on pensait que l'histoire était... Beaucoup de gens, que ce soit au sein de l'éducation nationale ou même dans les médias, nous répétaient, pas en ces termes, quoique, que l'histoire était finie. Que maintenant, la guerre, que la démocratie libérale avait gagné, que dans quelques années, on aurait de démocratie libérale partout et que ce serait fini. Or, si on regarde, parce que là on parlait de Migas qui vient d'Ukraine, les personnes qui sont issues de l'ancien bloc de l'Est, l'histoire, leurs parents l'ont vécu il n'y a pas longtemps, et c'est une histoire qui est terrible. L'oppression, les idéaux perdus. Ah, regarde. Это ты где? Odessa, c'est ma ville. Tout. Ils l'ont vécu en concentré. Nous, on a cette espèce de mise sous silence parfois, je pense, de l'idée que la guerre peut être à nos portes. Et quand je dis à nos portes, c'est pas uniquement à côté, c'est-à-dire littéralement nos portes d'entrée. C'est pas dans un pays, pas dans les Balkans, pas en Ukraine, pas en Irak, pas au Rwanda, mais à côté, dans la rue d'à côté. Je pense que tout le monde souhaite que ses descendants vivent en paix, surtout quand ils ont connu la guerre. En tout cas, c'est la leçon que je tirais par exemple de mon grand-père, qui l'a connue de très près, et qui me disait que, qui me disait toujours que la guerre, c'est pas romantique, hein, c'est moche, c'est sale, ça pue, on veut pas en parler quand on l'a faite, souvent. C'est quelque chose qu'il faut pas oublier, hein. C'est un peu le civis pacem parabellum, mais il faut être prêt, quoi. Je pense que quand on n'est pas mis face à certaines choses, on a tendance à les oublier. C'est presque comme une bonne résolution qu'on prend en janvier, qu'on oublie, qui est oubliée en mars. On peut se dire plus jamais ça, non, il faut qu'on fasse attention, il faut toujours être prêt, mais au final, est-ce qu'on prend vraiment le temps de l'être? Est-ce qu'on prend le temps de se souvenir? Je savais pas avant histoire, vraiment histoire, russe et ukrainien. Je pense que c'est une blague ou quoi, c'est pas sérieux. Ouais, je comprends pas rien parce que il y a beaucoup de personnes qui parlaient quelque chose. Mais par contre, c'est la création. Tu as besoin de faire ça, tu as besoin de faire ça. On attendait un peu, 3 jours, on n'a pas compris. Ma maman elle pleurait. Sœur pleurait. Je n'ai pas pleuré, mais quand j'ai vu quand ma mère elle pleure. On descend. Allez, fais attention les yeux, attention. Mais après, mon grand-père, il a dit c'est normal.
toi et moi, on était allés au Pays Basque, on avait vu les... Et quand je te faisais visiter, tu avais vu les monuments aux morts dans des villages qui encore aujourd'hui sont des villages de 250 habitants. Il y a 30 noms. Pour la Première Guerre mondiale, il y a 30 noms de types qu'on a sortis des bergeries pour aller mourir au front. Alors je dis pas que c'était nécessaire, c'était un sacrifice inutile. Je dis juste que il faut pas les oublier et qu'il faut pas oublier non plus que nous sommes eux, ils sont nous, et que ça peut arriver demain. Et je pense que Miga c'est peut-être un peu plus conscient de ça que les gamins du lycée d'à côté. Et c'est pas leur faute, hein. C'est la faute aussi de ceux qui ne le rappellent pas. Pendant 3 mois, quand j'étais au collège français, j'ai rien compris. Ouais, 100%, il n'y a rien compris. Au collège, je peux pas prendre mon téléphone pour traduction. On est à fond les hanches pour que notre plante de pied... Imagine comment c'est difficile quand tu arrives à France, un pays différent. Et avec moi, il y a un mec ukrainien, il parlait anglais. On est ensemble, essayer de faire quelque chose pour communiquer. Parfois, vous allez d'abord gagner la bataille en haut, parfois en bas. Sometimes you're gonna win the upper body first, sometimes the lower body. You don't decide, it's just a fight. Hop, je passe de l'autre côté, je reste. Après l'école, concours, il a fini. Beaucoup de monde il arrive. Il demandait des questions à moi sur traduction, beaucoup de qu'est-ce qui se passe sur ton pays, pourquoi tu étais là, toi t'es quelle origine, toi t'es russe, toi t'es ukrainien, t'es qui, tu parlais quelle langue. Il posait moi beaucoup de questions que j'ai rien compris, mais j'essaie de donner les réponses. Et ouais, voilà, prof aussi, il m'a posé beaucoup de questions, et dans mon collège il y a un prof, il parlait russe. Mais je pense que c'est clair que pour quelqu'un comme lui, qui arrive d'une situation aussi terrible, voir les jeunes en France, ça doit lui faire un choc. Il doit se dire, je pense qu'il doit se dire qu'on se rend pas compte ou qu'ils se rendent pas compte qu'à quelques kilomètres, des jeunes du même âge meurent à la boucherie, quoi. Ce qui tue l'homme, c'est le canapé. Et moi, je pense que travailler dans le connu, c'est ce qui tue un combattant. Le canapé, t'es posé, confortablement, t'as tes habitudes. Tu vois le canapé un peu d'Homer Simpson où il y a sa trace de fesses? En fait, il se pose et il y a sa trace, il y a la trace de son cul. Pourquoi? Parce qu'en fait, il se pose toujours à la même place pour regarder la même émission. Tu vois, là, au moment où je te parle, j'ai froid aux mains, j'ai froid aux orteils. Parce qu'il caille encore. Et dans cette salle, il caille. Cette salle, elle n'est pas confortable. T'as vu que les fenêtres, j'ai toujours pas mis des carreaux. L'air rentre. Et en fait, ça, c'est voulu, c'est volontaire. C'est volontaire parce que
Il faut sortir de cette habitude du confort, de la douceur, de la légèreté, même si on est dans l'effort physique. Encore une. Sortir de ta zone de confort, c'est tout ce qui se passe de A à Z ne va pas. T'es dans un truc où il n'y a rien qui va, il n'y a rien d'agréable. Et malgré ça, tu vas faire des perfs d'enfoiré. Là, tu es hors de ta zone de confort. Là, tu te donnes à fond. Et là, quand tu vas revenir dans le monde civilisé, l'octogone, ça devient putain de salon de thé. Tu sortais un petit peu aux autres, c'est ça. Je pense que trop de monde de mon âge, qui est 15, 14 ans, 16 ans, ils n'ont pas compris c'est quoi ça. Qu'est-ce qui se passe du mon pays parce qu'ils sont là, ici en France, sur son confort. Et 100% n'ont pas compris qu'est-ce qui se passe dans mon pays. C'est dur là, partir. Tout à l'heure, je te vois faire, je me dis, oh, jamais de la vie, je fais ça. Et il y a beaucoup de personnes qui sont fragiles, vraiment fragiles et pas prêts pour quelque chose de sérieux. Français, il y a pas tout le monde, mais il y a beaucoup de personnes qui restent tranquilles et restent confortables. Les gars, on a déjà vu la vraie guerre. Mon pote Rustam, il a déjà vu. Je pense qu'il ne peut pas imaginer. Parce que moi, j'ai vu ça. Et je pense non, c'est pas possible. Imaginez, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? C'est pas quand vous regardez sur internet parce que il y a beaucoup de nouvelles, c'est pas vrai. Et le vrai 10%, c'est quand quelqu'un il est mort tous les jours. C'est vrai, la guerre, c'est pas comme on filme, où tu peux regarder ça. Quand t'es là-bas, et quand t'es ici, quand tu regardes les nouvelles, le film à la guerre, et tout ça, c'est gros différent. Et à cause de ça, je pense, c'est pas imaginer, c'est pas possible. Il n'y a rien dans cette vie qui attend que tu sois prêt. La vie, c'est simple. Quand tu es prêt pour un truc, il n'arrive pas. Et quand tu n'es pas prêt, il arrive. Donc en fait, il faut déjà être conditionné à ce que, quoi qu'il se présente à toi, tu vas devoir agir. Allez! Allez, Quentin. Je suis fatigué de vous regarder. Ce qui est le plus piégeux dans le trop-plein de confort, c'est que, en fait, quand on est dans le trop-plein de confort, on ne le sait pas,
et on ne peut se rendre compte que quand on nous enlève ce trop-plein de confort. Et il y a 2 phases. Dans le premier temps, quand on t'enlève le trop-plein de confort, tu penses qu'on t'a enlevé le fondamental. Et puis après, parce que le corps, il est comme les plantes sauvages, comme les plantes au jardin, comme toute la nature, il est résilient. En réalité, il a une capacité de résilience qui est en lui. Il finit par s'adapter. Il y a une deuxième phase où en fait, on recrée du confort dans cet inconfort. C'est-à-dire qu'on arrive à reprendre un certain plaisir, à vivre et à exister bien, quoi. On est bien. Et finalement, c'est à ce moment-là qu'on réalise qu'on avait trop. C'est ce qui se passe quand j'organise des hard camps. On part une semaine, on prend pas d'eau, pas de nourriture, on doit se débrouiller. Au bout de 24 heures à bouffer des orties et des épinards sauvages, il y en a beaucoup qui se disent ouais, là c'est chaud là. Là c'est chaud. Là je vais pas tenir. Sauf que 4 jours après avoir bouffé du dénivelé à jeun, après avoir fait des bornes avec un gros sac, après avoir fait beaucoup de choses épuisantes, ils se rendent compte qu'ils tiennent bon parce qu'ils ont mangé 3 noisettes, parce qu'ils ont réussi à partager une truite qu'on a pêchée à 8, et la truite elle fait pas 800 grammes. Hein. Et du coup, on se rend compte, et ils me disent tous, mais en fait, je réalise que j'ai beaucoup trop dans la vie de tous les jours. J'ai beaucoup trop. J'ouvre le frigo, il y a de la bouffe, c'est trop, c'est presque écœurant, ça en devient presque écœurant. Voilà, non, mais ça mange pas. C'est rien, c'est rien, c'est rien. C'est rien. C'est rien, il y a plein dans la main quand même. Mais non, ça m'a roulé, c'est rien ça, t'as fait ça à chaque fois que je l'ai dit, ouais. C'est rien ça, mon frère. Ça, c'est la vie sauvage, ça. Si on se pose la question, c'est quand la dernière fois que les choses se sont passées comme prévu? Ben jamais en fait. Jamais. Regarde, tête menton maintenant, Paul, tête menton, merci, encore. Menton. Je monte. On parlait de mon grand-père. Mon grand-père, donc le père de ma mère, est un héros de la résistance. C'est quelque chose dont je suis très fier, et un vrai, pas un 1947. J'ai eu le droit, le privilège d'avoir de l'entendre un petit peu parler de cette époque. Et j'ai aussi, en parallèle, sa femme, donc ma grand-mère, qui elle me parlait des queues, des marchés noirs, de la peur, des nazis, les nazis qui pouvaient rentrer chez vous et décider qu'à partir de maintenant c'était chez eux, etc. Et on tombe dans un contexte, même si le point de départ c'est pas la guerre civile, c'est une guerre, il y a aussi une autre guerre qui se fait. Il va y avoir des marchés noirs, des trafics, des mafias. Je pense que vous pas prêts pour une vraie guerre. Vous n'êtes pas prêts mentalement pour ça. J'ai toujours triste. Toujours triste. Et après, ça commence dépression.
dépression aussi dans ma tête. Ça commence dépression et c'est pour ça que j'ai parti dans 7 mois, j'ai parti après en Ukraine. Je retourne en Ukraine. L'Ukraine, il a changé et l'Ukrainien aussi, il a changé. Tout le monde il est triste, tout le monde il est stressé. Tout le monde il est stressé parce qu'il a peur pour sa famille. Ça change beaucoup de choses. J'habite 3 mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas, presque comme ça, à un hôtel. J'ai beaucoup de... Как бы переживал. Inquiété, j'ai beaucoup d'inquiétude à cause de mon pays, à cause de ma ville, ma maison et... C'est quelque chose que m'a dit un de mes amis j'ai passé beaucoup de temps en Égypte, un de mes amis égyptiens qui était un des idéalistes de du premier printemps arabe là, qui me disait que alors que sur la place Tahrir il y a des gens qui se font piétiner, à 1 kilomètre t'en as d'autres qui font leur shopping. Et un autre truc que j'entends souvent dire en ce qui concerne les révolutions, les guerres, enfin tous les grands mouvements violents on va dire, c'est aussi des trucs dégueulasses qui se passent et à côté les gens continuent à vivre bon gré mal gré. Après ce que j'ai vu, tu commençais à apprécier la vie. Voilà. Alors c'est parfois noble, c'est parfois médiocre, ça dépend de quel point de vue on se place et de qui on parle et du moment dont on parle. Mais parce qu'il peut y avoir une noblesse à vouloir continuer à vivre normalement dans l'horreur et une médiocrité à refuser de la voir, ça dépend. Mais c'est toujours plus complexe que ce qu'on croit et je pense que ça vous arrive toujours, ça vous tombe toujours sur le nez avant qu'on ne le pense. On marche sur un sol qui peut se dérober sous nos pieds du jour au lendemain. Penser contre soi-même, c'est la base. Tu te rends compte que tu arrives, tu t'enfermes dans une cage et tu vas te battre avec quelqu'un qui veut ta peau. Si tu ne penses pas contre toi-même, tu ne rentres pas dans la cage en fait. Et là en fait on a deux récits qui s'entrechoquent. On a deux récits où on a deux personnes qui veulent faire croire à l'autre, qui sont absolument sûrs et certains que c'est leur récit dans lequel ils sont eux le héros qui va l'emporter, qui va rester. Mais on a aussi deux êtres humains qui ont peur de perdre. Et c'est celui des deux qui se rappellera que l'autre a peur de perdre, qui finalement pourra imposer son récit. En face de moi, j'ai quelqu'un qui lui aussi veut raconter son récit
lui aussi a des craintes, lui aussi a un game plan, et lui aussi, à la première patate, va se rendre compte que son game plan, c'est difficile de le garder, en place. Faut jamais accepter le rythme de l'autre. Il y a un rythme. Et celui qui impose son rythme gagne. C'est Jules César Pompée. Jules César bat Pompée. On dit souvent que Pompée doit battre Jules César 9 fois sur 10. Sauf que quand Jules César a un coup de génie et impose son rythme, il le bat la fois qui compte. Finalement, c'est Bergson, l'homme d'action. Bergson, il différencie le rêveur de l'impulsif et ensuite il fait un juste milieu avec l'homme d'action. Le rêveur, c'est celui qui est dans trop d'analyse. Du coup, l'action est passée, c'est trop tard, t'as perdu. T'es en train d'analyser ce que le mec t'a fait, t'es dans le combat, c'est terminé. Ça y est, on est déjà en train de lever la main du mec qui était face à toi. L'impulsif, t'es là, tu te jettes sans aucune analyse, sans t'appuyer sur ton expérience passée, sans faire confiance à quoi que ce soit en toi, tu réagis, voire tu surréagis, tu vas à la bagarre. Et là, bah, tu prends des risques. Tu peux en étant impulsif réussir à écraser l'autre, mais ça peut marcher une fois par chance. Par contre, celui qui est entre les deux, c'est l'homme d'action. L'homme d'action, c'est le juste milieu. Si on accepte le rythme de l'adversaire, il faut que ça devienne, faut que ce soit un mensonge, il faut que ce soit un faux rythme. Et sinon, il faut imposer le sien. Et cette danse, c'est là que réside l'art en fait. Et alors c'est terrible de parler d'art de guerre, même aujourd'hui quand on voit des drones qui explosent à la tronche de gamins. Mais ce que je veux dire par là, c'est, on va dire, la compétence, elle est là. C'est la meilleure histoire qui va l'emporter et c'est aussi celui qui est capable de garder le stylo en main. En fait, c'est pas forcément l'histoire la plus belle, la plus poétique qui va l'emporter. Si l'autre en face, il a décidé que c'était lui qui allait écrire son récit, que c'était lui qui allait imposer son récit, qu'il allait s'adapter aux intempéries, qu'il allait créer de l'instabilité, créer de l'imprévisibilité, c'est lui qui va avoir le stylo en main et c'est lui qui va pouvoir imposer ce récit. Même si son récit finalement il est peut-être un peu moins beau, mais c'est celui qui va s'imposer. Я хочу показать разницу между украинцами и другими странами, то, что мы очень сильны духом и никогда не сдаемся и выходим туда, чтобы побеждать и добиваться своего. Je suis ici pour gagner. Pour moi, mon objectif, c'est toujours le premier. Toujours. Ouais. Ça, c'est mon mentalité. То, что мы никогда не сдаемся, и это можно видеть по войне, которая до сих пор длится, и мы не сдаемся. Si on pouvait creuser dans sa tête, je pense qu'on trouverait des choses qu'on ne trouve pas chez nos jeunes et même chez nos dirigeants. Il y a des choses dont on ne peut parler qu'à froid, qu'après, parce qu'on ne les voit pas arriver. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit rien arriver.
J'arrive. S'il y a quelque chose qu'on peut apprendre, c'est que sa situation, les choses qu'il a sans doute vues, les choses auxquelles il a dû faire face à l'âge qu'il a, c'est normal dans la condition humaine historique. Historiquement, dans la majorité des régions du monde, la situation de Migas est beaucoup moins exceptionnelle que la mienne ou la nôtre, ou des jeunes, encore plus des jeunes de son âge en France. C'est nous qui avons de la chance. C'est nous l'anomalie. Boxe-le, allez. Non, pas mal, mais j'ai besoin de l'eau. Non, ça va. Tout est bon. Ça va. Je suis content d'avoir tourné un peu avec lui. Moi, je l'ai senti bien, il avait le coup d'œil, il était sharp. Après voilà, j'ai un peu plus d'expérience, donc forcément ça se fait ressentir sur le round. Mais globalement, je l'ai trouvé bien, vraiment.